Merci Laurent pour cette présentation qui nous a mis un peu dans l'ambiance de ce qu'on va vivre autour de cette table ronde. En fait, Marine et moi, on n'a pas eu beaucoup à préparer grâce à vos questions, ceux qui ont déjà posé des questions via Internet. Donc, si ce n'est un peu catégoriser et faire un fil conducteur en fait, entre les questions qui sont déjà posées. Et n'oubliez pas qu'au fur et à mesure, on va être alimenté par vos questions en live. Voilà, donc on va suivre un peu la vie de quelqu'un qui va rentrer en prison, ce qu'il vit, et après la sortie. Donc je laisse Marine lancer cette table ronde avec une première question. Alors une première question, pour démarrer cette table ronde, on aimerait se pencher tout d'abord sur ce que ressent une personne qui arrive pour la première fois dans une prison. La première fois qu'il franchit les portes, qu'est-ce qu'il ressent, comment il vit ça et comment est-ce qu'il s'adapte à ce nouveau style de vie? Je laisse les bras. Allô, vous m'entendez? Oui, bon, je pense tout d'abord, c'est comme si vous montez dans un sous-marin. Vous arrivez, vous avez des grilles qui s'ouvrent, vous avez un sas, ça se referme derrière vous, et vous rentrez dans un autre monde. Vous pensez que c'est le monde du silence, de prime abord. Là, vous êtes fouillé, dévêtu, etc. Il faut montrer patte blanche, bien sûr. C'est vraiment un sentiment alors d'humilité, d'humiliation. Et je pense qu'il faut faire humilité en soi, parce que là, on se pose un tas de questions. Ça va être comment, etc. Et on découvre vite le cheminement. Donc, après les quelques formalités, vous êtes conduit à votre cellule d'arrivant. Souvent, vous avez un détenu qui est là dans la même situation que vous. Il faut faire connaissance. Ça va très vite à ce niveau-là, mais c'est vrai que la première nuit, elle ne se passe pas très bien parce qu'on se pose un tas de questions. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi? Comment? Et je pense que c'est le début d'une interrogation, c'est le début d'un processus, et il faut être vraiment très fort en soi pour ne pas sombrer, parce que vous plongez comme le sous-marin va au fond de la mer, vous plongez dans votre propre psychodrame, quoi. Et je pense que c'est terrible pour chacun d'entre nous quand on est détenu, qu'on fait cette première immersion dans ce monde-là. Parce qu'il n'y a pas de repère, on ne connaît pas. Ensuite, c'est un monde assez austère. Il y a sont des murs, des grilles, des bruits. Et vous avez immédiatement peut-être le co-détenu qui vous pose des questions. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? On n'a vraiment pas envie de parler. On a envie de se retrouver soi-même, etc. Donc il y a un moment qui est quand même assez délicat ces 3-4 premiers jours. Et c'est pour ça souvent qu'il s'est accompagné, on vous met un co-détenu. Des fois c'est quelqu'un qui est déjà dans la prison, qu'on met là selon les personnes. Si vous présentez un danger pour faire une atteinte à votre personne ou quoi. Donc c'est un moyen d'avoir un colocataire momentané qui peut appeler les secours, quoi. Déjà, c'est très important de ce côté-là, je pense, psychologiquement. Et moi, je dois dire que, vu mon âge, mon parcours, c'est vrai que j'ai fait 8 mois en maison d'arrêt. J'ai pris tout ce que la maison d'arrêt pouvait me donner de bien. J'ai essayé de créer des relations de sincérité, sans m'occuper du passé, des histoires des co-détenus que je rencontrais. J'ai tissé des liens, j'ai rencontré des gens aussi intéressants. Donc je peux dire que dans la balance, pour moi, ce n'est pas 80% négatif, parce que j'ai fait un même, donc, en me posant mes questions personnelles, en me disant pourquoi j'étais là, en cherchant mes réponses, parce que je les avais dans la main, je les avais dans la tête. Donc j'ai fait la part des choses. Mais il faut être très solide mentalement. Autrement, il y en a beaucoup, j'en ai vu beaucoup sombrer, j'en ai vu beaucoup délirer. C'est vrai que le milieu en lui-même et tout l'environnement, le bruit, tout ce cheminement fait qu'en fait, on vous ramène dans cette réalité de la prison, qui est une réalité quand même très très dure, hors du commun. Voilà, si vous voulez en préambule, ce que je voulais dire. Allô, oui.
Oui, ça marche. Donc moi, je suis conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, c'est-à-dire que c'est vrai que on accompagne aussi pour mes collègues, parce qu'il y a des collègues donc, qui travaillent en établissement pénitentiaire et d'autres à l'extérieur. Donc moi, j'ai travaillé 1 an à la maison d'arrêt de Grasse. Et actuellement, je suis à l'extérieur, en milieu extérieur à Nice. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le sentiment des personnes qui arrivent pour la première fois, non pas en tant que détenus, mais aussi en tant que professionnels. Parce qu'il y a une foule de gens qui rentrent en maison d'arrêt, on n'a pas idée. Des entreprises, des professeurs, des visiteurs de prison, des avocats, etc. Enfin, il y a une foule de monde. Et c'est vrai que les premières impressions aussi pour les gens qui sont amenés à travailler à l'intérieur tous les jours, et encore plus pour les surveillants, c'est vrai que c'est le... Bon, déjà, on a beaucoup d'a priori sur l'image de la prison. L'imagination, elle est importante à travers les films et tout ce qu'on entend à la télé et aux informations. Mais c'est vrai que c'est le bruit, les claquements des cellules, des serrures. Parce que sans arrêt, le surveillant, il ouvre des portes. Moi, j'ai fait 1 mois de stage en tant que surveillant en commençant ma formation. Et on passe le temps à marcher. Enfin, moi, j'étais à la maison d'arrêt Nice. Et donc, le surveillant passe son temps à marcher le long des couloirs, des coursives, pour ouvrir des portes, fermer des portes. Voilà. Donc, ça, c'est... Et le bruit, les claquements, les cris des détenus qui s'interpellent d'une cellule à l'autre. Alors c'est vrai que nous, le soir, on était contents de partir, de sortir, mais quand on dit que les gens sont 24 heures sur 24 dans cet environnement, c'est vrai que c'est fatigant, c'est nerveusement, c'est une grosse pression. Et le personnel qui travaille, finalement, au bout d'un moment, sans s'en rendre compte, on subit cette pression. Et psychologiquement, c'est dur aussi. Donc c'est important d'avoir un équilibre à l'extérieur. Voilà. Donc Benoît, je suis psychologue à Nice. Et donc je suis intéressé par ce que tu dis parce que au fond, on ne peut pas savoir ce que vit un détenu. On ne peut pas se mettre à sa place, ce ne serait pas le respecter. Mais c'est vrai qu'il y a comme un transfert d'expérience, parce que d'abord on a un accès direct à l'expérience carcérale, même si elle dure 8 heures dans la journée, et en plus parce qu'on rencontre des détenus. Et dans la rencontre, il y a des choses qui passent. Quand on est psychologue, on appelle ça le transfert, mais il y a des angoisses, il y a un choc qui passe, et en particulier ce que nous expliquait Michel, le choc carcéral. C'est-à-dire quand on arrive, il faut imaginer que j'ai certains patients qui ne savent pas où ils sont géographiquement, parce qu'ils ont été arrêtés à l'aéroport, ou ils ont été arrêtés à côté de Nice et ils ne connaissent pas Nice, et ils se retrouvent dans un lieu pendant 2 ans ou 3 ans, et ils ne savent pas quel est ce lieu-là. C'est-à-dire, imaginez que vous vivez 3 ans dans un lieu et vous ne pouvez pas vous représenter le lieu où vous êtes. Alors déjà, c'est comme si c'était un lieu qui n'existait pas. C'est comme si vous sortez du monde, et en plus de ces problèmes géographiques, de cette perte de repères, il y a ce que signale Michel qui est très important, c'est d'être humilié. Ce n'est pas une humiliation forcément sadique, ce n'est pas forcément des gens d'un personnel pénitentiaire qui veut faire mal son travail, qui veut vous faire du mal, parce qu'en général, vous passez comme ça comme un numéro, mais c'est surtout ça justement, vous passez comme un numéro. Et au fond, humilié, c'est justement à ça que je pensais en venant ce soir, c'est que c'est comme si on était coupé de soi-même, coupé de la relation à soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est plus en présence de soi, et donc on est sorti de l'humanité géographiquement, et en plus on est coupé de soi-même. Donc c'est une double coupure, si vous voulez. Et c'est vrai qu'on peut être extrêmement cassé et brisé. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est que nous-mêmes, si nous sommes à notre juste place, nous vivons aussi cette humiliation. C'est-à-dire que même si on est surveillant en face, ou si on est hospice, ou même si on est psychologue, ou on marche à côté, eh bien, je crois qu'on ne peut pas ne pas ressentir quelque chose de cette humiliation. Et nous aussi qui travaillons en détention, on est coupé de quelque chose de nous-mêmes. Je crois que c'est important de le dire d'une autre manière. Je voudrais dire, par exemple, pour une petite anecdote, personnellement, j'avais ressenti, connaissant pas donc le personnel pénitentiaire, les matons entre parenthèses, j'avais ressenti par rapport à certains matons qui étaient plus jeunes évidemment que moi, vu mon âge,
une certaine arrogance, une certaine provocation. Et un jour, j'ai été obligé de mettre mon pied après la porte pour pouvoir bloquer la porte et prendre 20 secondes pour discuter avec le maçon et lui dire que le respect, j'étais capable de le donner si on me l'accordait. Et comme j'avais cette philosophie au départ, j'ai toujours été poli, bonjour, bonjour, au revoir, etc., bonsoir. J'ai mis ma marque un peu de fabrique personnelle, qui était mon identité, et je me suis fait respecter à ce niveau-là parce que je respectais les autres. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, et j'avais trouvé l'élément qui était mon fil conducteur pour vivre le quotidien tel qu'il était dans la prison, avec tous ses inconvénients, etc. Et je voudrais attirer aussi votre attention sur le phénomène du bruit dont a parlé Pierre. Et moi, j'ai découvert, j'ai été incarcéré le 19 août. J'ai découvert la soirée du 19 août, je ne l'ai pas bien ressenti parce que j'étais dans mes pensées. Mais le 20, le 21, le 22, je croyais que c'était la période du Ramadan. Et j'ai été interpellé par le bruit à partir de 18h de la maison d'arrêt à Grasse. Pour l'instant, je ne connais pas les autres, façon de parler. Mais à partir de 19h, 20h, il y a tout un monde de bruit, un vacarme assourdissant qui se passait par l'extérieur des fenêtres des cellules. Et ça s'interpellait un peu dans toutes les langues, etc. Ça répétait 2 fois la phrase pour se faire comprendre, d'une cellule à une autre, d'en bas, d'en haut. Il y avait un croisement, un tir de paroles, etc., à en faire un vacarme assourdissant. Et je peux dire que ça a été une gêne pendant tous les mois d'été, avant que les détenus soient obligés par la météo de fermer leurs fenêtres. Et ça m'avait vraiment marqué, et je n'étais pas le seul. Après, j'ai fait la connaissance d'un co-détenu avec qui j'étais, qui était d'un certain niveau intellectuel. Alors, on parlait de ça, et on parlait de la gêne que ça nous procurait. Ça devenait presque intenable. Intenable, ça vous empêchait de dormir jusqu'à 1h, 2h du matin, parce que ça s'interpellait dans la nuit, et ça criait, c'était presque des cris sauvages. Donc ça m'a vraiment marqué et interpellé longuement. Voilà. C'est un aspect, je dirais, voilà, de la prison. Les gens ont besoin de se parler, donner des nouvelles les uns aux autres, leur petit commerce, leurs échanges, etc. Et cet aspect-là, c'est vrai que c'est très dur, très lourd à supporter. Alors, sur ce point-là, comment vit-on les relations entre co-détenus, avec la famille, les amis, lors des visites? Entre co-détenus, bon, vous avez de la chance ou vous n'avez pas de chance, mais bon, je pense que c'est toujours un peu une loterie aussi. Vous pouvez avoir un bon co-détenu comme vous pouvez en avoir un mauvais par rapport à vous ou par rapport à lui. Là, il faut rester, à mon avis, très humble et très modeste. Moi, j'ai toujours fait le pas en avant. Je ne fumais pas en cellule, donc je n'avais pas de cigarette, je ne pouvais pas partager. Mais j'ai toujours partagé ce que j'avais, parce que c'était un peu ma philosophie, parce que bon, s'il y avait un co-détenu qui venait d'arriver par le passage des arrivants, j'essayais de le mettre à l'aise, de lui donner des timbres, du papier à lettres, etc., pour qu'il écrive, pour qu'il se sente bien. On essaie, dans ce petit espace, dans ce microcosme, je pense, de se redonner une autre dimension humaine, peut-être de recréer une valeur. C'était un peu mon principe de base. Voilà. Je pense que c'est la charité chrétienne, elle doit se pratiquer, elle ne se raconte pas. Et moi, j'avais les actes plus que les paroles. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Oui, là où vous êtes arrivé, c'était une maison d'arrêt. Et donc, il y a toutes sortes de personnes qui arrivent en maison d'arrêt. Et donc, on est co-détenu d'une personne qui n'est pas jugée. On met les personnes jugées d'un côté, et ça, il y en a quand même de plus en plus, mais moins que de personnes non jugées. Les personnes jugées, soit c'est une courte peine, à ce moment-là, ils restent, ou c'est plus long et ils seront orientés vers un centre de détention. Pour ceux qui ne sont pas jugés, eh bien, en effet, c'est un peu la loterie. Il y a les fumeurs et les non-fumeurs, ça c'est certain. On ne peut pas mettre un fumeur avec un non-fumeur. Alors, ça, c'est une discrimination, un déterminant. Et il y a aussi autre chose, c'est la jeunesse aussi. Bon. Mais sinon, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même histoire que vous.
qui ne va pas du tout être jugé pour la même affaire. Alors maintenant, on fait attention de plus en plus, mais c'est pas évident. Voilà, pas évident. Donc ça aussi c'est un choc. Hein, c'est un choc de la relation. J'imagine que vous avez rencontré des gens que vous n'avez jamais rencontrés aussi proches, parce qu'il y a une promiscuité extraordinaire. Moi je dis à mes patients, je dis mais vous êtes extraordinaires, quoi. Vous êtes pour moi, vous êtes des saints, parce que vivre cette patience les uns avec les autres, supporter l'odeur de l'autre, supporter le bruit, supporter la saleté, parce qu'il y a des gens qui sont incuriques, et vous arrivez à supporter, moi je ne pourrais pas supporter ça. Bon, je devrais m'y faire très certainement, mais faire un chemin que vous avez fait. Donc c'est bizarre, des gens qui soi-disant sont en prison, très certainement parce qu'ils n'ont pas supporté des frustrations, c'est toujours ce qu'on reproche aux gens, bah oui, ils n'ont pas supporté les lois de la société, ils se retrouvent dans une situation complètement inverse, et ils supportent des choses que personne ne pourrait supporter. Et ça c'est assez miraculeux, parce que malgré tout, la violence, elle est présente, mais il y a aussi beaucoup d'ouverture à l'autre. Un soir, on m'a mis un vagabond, comme disait monsieur, avec toutes les odeurs de la rue qu'il colportait. Il n'avait pas douché, donc c'était un pauvre air, comme on dit. Et je sais que j'ai passé une très très mauvaise nuit, parce que entre les râlements, les rocs qu'il avait, etc., et surtout une odeur pestilentielle qu'il avait sur lui, ses vêtements, tout ça, ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'il n'avait pas pris une douche. Voilà, c'était l'exemple typique de ce que l'on peut avoir à subir. Bon, je lui ai donné du linge pour qu'il se lave, le lavabo, je lui ai dit prends voilà, du savon, fais quelque chose, etc. Voilà un survêt, et puis essaie de trouver un peu un nettoyage, même si c'est que primaire, mais changer d'odeur. Voilà, il y a un peu de parfum là, voilà. Ça m'a aidé à passer un peu la nuit, à parler un peu avec lui, à le mettre à l'aise. Et puis à un moment donné, il devait encore avoir quelques relents d'alcool. Et puis il a sombré dans son délire. Voilà, entre parenthèses. Ça, c'est une expérience vécue, une soirée avec cette personne-là. Le lendemain, il a disparu. On l'a sorti de la cellule. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne l'ai pas à nouveau aperçu dans la cour lors des promenades. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je pense que c'était peut-être pour un peu lui montrer ce qu'était la prison, ou alors il a été dans d'autres bâtiments. Voilà. D'après ce que nous avons entendu, en fait, je constate qu'il y a une force d'adaptation à faire pour vivre avec les gens, ces conditions-là. Et on se demande, en fait, il y a des questions aussi par rapport à la solitude. Et là, en fait, je ne sais plus comment poser la question, parce qu'on a le sentiment que c'est comme si on serait mieux si on était peut-être seul par rapport à la gêne. Mais voilà, donc la question c'est par rapport à la solitude, quand est-ce qu'on commence à la ressentir, par rapport à quoi, comment on la gère, d'après votre expérience, d'après le retour de vos accompagnements. Voilà, en fait, par rapport à la solitude, si vous pouvez nous partager ça. C'est vrai qu'on se retrouve dans des périodes de silence. Quand on est seul dans une cellule, on pense qu'on est heureux parce qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut dans sa cellule, s'allonger quand on veut s'allonger, s'asseoir, lire quand on veut lire, etc. Allumer la télévision ou pas quand vous l'avez, donc aussi. Mais vous avez toujours cette solitude qui revient. Il y a les heures, le temps vous paraît beaucoup plus long entre les bruits, entre les mouvements qui sont dans le couloir, où il y a toute une activité qui se passe, mais c'est une activité qui est bruyante quand même, ça vous dérange un peu. Mais cette solitude, elle devient pesante. Il faut absolument se trouver une occupation intellectuelle, pouvoir demander de la lecture, des livres, regarder la télé quand vous pouvez, mais non plus pas s'abrutir 12 heures d'affilée devant la télé, quoi. Donc, moi, je dois dire que j'ai ressenti la solitude au départ, c'est vrai, et puis je me suis pris en main, j'ai voulu organiser un peu le temps que j'avais devant moi, quoi. Je regardais les infos, j'ai commencé un peu à lire, j'ai commencé à écrire, etc. J'ai essayé de partager mon temps dans mes activités à moi pour pas délirer, pour pas me perdre. Voilà. J'ai voulu faire toutes les promenades quand c'était possible.
Donc les promenades, c'est un moment où vous rencontrez les autres détenus de votre étage. Donc c'est un autre aspect, c'est une autre dimension. Il peut se créer des relations. Au départ, quand vous êtes nouvel arrivant, donc dans la cour, c'est vrai qu'il y a toute une curiosité de détenus qui viennent et pourquoi tu es là, etc. C'est une question qui est à la fois un peu sordide parce que bon, on ne demande rien aux autres, on ne leur pose pas de questions, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes venu, voilà. Moi, j'étais plutôt homme discret, donc j'écoutais, je ne répondais pas aux questions, c'est mon affaire, point barre, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu un harcèlement. Et quand j'entendais parler les co-détenus dans la cour, c'est toujours référence à leur affaire. Donc, en fait, la conversation, elle tourne en rond. Vous parlez toujours des problèmes, des conséquences, du suivi de la justice, des convocations de votre avocat. C'est tout un discours qui tourne autour de ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes qui avaient un autre discours, un discours plus professionnel de l'extérieur, qui avaient une autre vision extérieure, qui avaient une expérience extérieure dont on parlait, etc., dont on pouvait échanger. Voilà différentes parties de la discussion dans la cour, la promenade, etc. Voilà. Il faut dire que les détenus sont 22 heures sur 24 dans la cellule. Il y a 1 heure de promenade le matin, une l'après-midi. Et sinon, il y a ceux qui... en plus, il y en a qui ne veulent pas sortir par rapport des autres. Donc, ils sont enfermés en permanence dans la cellule, dans une petite cellule exiguë. Et donc, il y en a qui peuvent devenir fous, hein, parce que, voilà, au bout d'un certain temps, c'est comme un lion en cage. Hein, bon, voilà. Alors, par rapport à la solitude aussi, l'importance aussi des liens familiaux. C'est souvent ce qui sauve les gens. C'est le fait d'avoir des liens avec l'extérieur, d'avoir une famille, d'avoir des visites. C'est important, les visites. À Nice ou dans certains établissements, il y a beaucoup d'étrangers qui n'ont pas de famille sur place, qui ont des enfants, etc. Donc ça, pour eux, c'est encore plus difficile à vivre parce qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de soutien familial extérieur. Donc l'importance aussi des visiteurs de prison. Il y a des visiteurs de prison, des bénévoles, quelques-uns. Donc c'est important pour ces gens-là. Il y a des associations comme le Courrier de Beauvais, je pense que ça existe toujours, des gens qui correspondent avec les détenus. Donc il y a des moyens de pallier un petit peu à cette solitude. Mais c'est vraiment ça qui sauve les gens, parce qu'on est vraiment dans un monde à part. Hein. On est coupé de tout. Et même pour communiquer, il faut écrire au chef d'État, enfin, comment on appelle ça, au chef, là, au chef de bâtiment. Pour tout, il faut écrire. Hein. Pour avoir un rendez-vous, il faut écrire à tout. Pour avoir un rendez-vous médical, pour un rendez-vous avec le SPIP, un rendez-vous avec l'avocat, etc. Voilà. Donc ça passe que par des petits mots. Alors des fois, on n'a pas les réponses tout de suite. Donc vous voyez, des fois, ça peut prendre... Pour nous, c'est urgent. Enfin, pour la personne détenue, ça peut y avoir une urgence. Mais des fois, on n'a pas de réponse au bout de 2, 3 jours, 4 jours. Et voilà. Donc on dit réécrivez, le papier s'est perdu. Enfin, il y a tout ce... Donc voilà, donc l'importance d'avoir les visites de l'extérieur, d'avoir les parents qui viennent, la famille, ça c'est vraiment une des bouffées d'oxygène et qui permet de rester en vie. Hein, voilà. Oui, il faut se dire quand même que un détenu sur 2 n'a plus de contact avec sa famille. C'est pas forcément qu'avec l'éloignement hein, que ça se passe. C'est quand même, il faut se dire que la personne est arrêtée. C'est pas qu'elle l'a pas demandé. Mais bon, elle est arrêtée du jour au lendemain. Elle n'a pas prévu de partir en vacances. Et donc, du jour au lendemain, elle perd son travail. Elle n'a plus de revenus. Et quand on n'a plus de revenus, on ne peut plus payer son loyer. Et quand on ne peut plus payer son loyer, on ne peut plus nourrir sa famille. Et donc, la famille, elle s'éloigne. Et donc là, le détenu, il est tout seul. Et ça, je pense que ça, c'est important. C'est cet isolement qu'il faut arriver à rompre. Donc, c'est pas forcément évident. Le phénomène de rupture qui se produit à ce moment-là, je pense que chacun des détenus le ressent. C'est vrai qu'il y a l'histoire de la famille. Moi, où j'ai vraiment été interpellé, où ça m'a un peu choqué, je passais 5-6 heures par jour au téléphone dans mon travail. Donc, je faisais beaucoup de circulation, beaucoup de routes, etc. Du jour au lendemain, chercher la voiture. Où c'est que j'avais mis ma voiture? Je savais plus où j'avais mis ma voiture. Ça faisait déjà 3 semaines que j'étais en maison d'arrêt. Donc c'est quand même indicateur quand même d'un problème.
j'avais toujours du contact avec des dizaines de noms de personnes, etc. J'ai commencé à avoir peur de perdre tous ces contacts et je me suis mis à rédiger une liste de téléphones qui me revenaient en tête, les noms de mes contacts, ce qui était familial, ce qui était professionnel, ce qui était ami. Et j'ai commencé à faire des courriers, etc. J'ai refusé un peu la rupture parce que c'est quelque chose qui m'a envahi, qui d'un seul coup m'a étreint. Et j'ai senti cette pression et ça m'a donné une vraie angoisse, un désarroi. Et ça, je veux en témoigner parce que je l'ai ressenti après en discutant avec d'autres co-détenus, effectivement, ou d'autres détenus. Tout le monde avait passé un peu cette période, ce même espace d'interrogation, de perte de repères, de perte de contact. Et ça, c'est très très important parce qu'on perd le sociétal de sa vie, de son environnement. On est transposé dans une forme d'un bocal. Moi, j'appelle le sous-marin parce qu'on est vraiment en immersion. C'est le monde du silence avec tous ces bruits comme dans le sous-marin. Et c'est vrai que l'extérieur, on y pense tous les jours, c'est son quotidien de pensée. Et il faut le reconstruire avant parce que je me disais, à la sortie, ça va être le désert. Je vais avoir perdu tous mes repères, tous mes contacts. C'est une sacrée interrogation. Et ça, c'est aussi un mal qui vous ronge et qui ronge certainement beaucoup de détenus. C'est d'autant plus vrai que les peines sont longues. En maison d'arrêt, les peines sont relativement courtes, mais en centre de détention ou en maison centrale, ça peut être donc des peines de 10, 15 ans, 20 ans. Et donc là, la désocialisation est encore plus importante. Et donc toute la difficulté, c'est de préparer la sortie, parce qu'il y aura une sortie. Et c'est pour ça que c'est important qu'à la sortie, enfin déjà qu'il y ait un projet de sortie. Bon, mais ça, je pense qu'on en reparlera peut-être plus tard. Mais important d'être accompagné pour les personnes justement qui n'ont pas de soutien familial et qui vont se retrouver à la rue sans aucun projet ou sans aucune solution d'hébergement, etc. Voilà, mais je pense qu'on va en reparler après de... Alors, on voit bien la différence entre la solitude et l'isolement, parce que au fond, ce que vous décrivez, c'est la rupture par rapport à ce qui nous est familier et aussi par rapport à soi-même. À un moment, il y a ce qu'on dit en philosophie, en psychologie, c'est un phénomène de déliaison. C'est-à-dire, on n'est plus en liaison avec soi-même. Les choses ne font plus écho, il n'y a plus de résonance. Et pour certains des patients que j'ai, c'est la solitude qui va les aider. C'est-à-dire comment, pas pour tous, hein, certains ont besoin d'un contact avec autrui, mais certains se demandent comment est-ce que je vais pouvoir me retrouver et être dans une certaine solitude. C'est-à-dire sortir de l'isolement à cause du bruit, à cause de la promiscuité, l'isolement à cause des ruptures, et comment trouver un espace de solitude, de tranquillité, de silence où je vais pouvoir me retrouver. Et j'ai un jeune patient comme ça qui lui avait la chance à un moment d'avoir une cellule pour lui tout seul. Tout le monde ne le souhaite pas, hein. Et parce qu'il était auxiliaire, c'est-à-dire qu'il aidait à distribuer les cantines, les repas. Et il dit, le soir, j'aime bien, c'est que je me suis fabriqué une petite fontaine. Donc le soir, il écoutait sa petite fontaine. Et ça, c'était un moment de solitude habitée. Vous voyez, c'est de retrouver cette solitude avec soi-même. C'est déjà aussi un pas pour sortir de l'isolement. D'une manière plus dramatique, certains patients préfèrent aller au quartier disciplinaire. Donc c'est la prison dans la prison. C'est-à-dire que lorsque vous avez enfreint les règles ou il y a eu un problème, eh bien, vous pouvez être à nouveau sanctionné à l'intérieur de la prison en allant au quartier disciplinaire. Le monsieur disait tout à l'heure jusqu'à 45 jours, mais en général, ça tourne autour de 3 semaines, plutôt 20 jours. Je n'ai pas tellement vu plus que 20 jours. Après, c'est fragmenté. Au moins par les médecins qui peuvent fragmenter. Mais il y a des personnes qui préfèrent être au quartier disciplinaire que d'être dans cette espèce d'isolement des portes que l'on ne maîtrise pas, d'isolement du bruit, d'isolement de tout ce qui parasite la relation avec soi-même. En fait, ça ouvre un peu la porte sur une question. Une des questions, c'était est-ce qu'à un moment donné, on commence à se poser vraiment la question du sens de la vie. Voilà, donc c'est des questions un peu plus, on va dire,
profonde par rapport à la vie, ou bien on repriorise les choses, on remet en priorité en fait, on remet en question un peu nos priorités et tout. Voilà, donc. Tous le font pas. Et c'est vrai que en tant qu'aumônier, donc on passe, on a ce privilège des clés, comme on dit. On va en cellule avec eux et on va parler avec eux. Et donc là, on cherche à leur apporter vraiment ce soutien et à les faire descendre dans leur profondeur. Et puis d'essayer de dire, mais pourquoi je suis là ? Et essayer de faire un petit débrief de leur vie. Et puis après, de leur provoquer de le faire, même sans nous, hein, qu'ils puissent vraiment rentrer dans leur fort intérieur. Et c'est vrai que ça, c'est puissant parce que, pour ceux qui veulent bien le faire, parce que c'est vrai qu'en maison d'arrêt, ils sont plus perturbés par le jugement qui doit arriver et pas d'essayer d'analyser. Et donc, eux, ce qu'ils voient, c'est le factuel, comment mon dossier va avancer pour le jugement. Et donc nous, en tant qu'aumônier, on doit les remettre et essayer de leur apporter ce soutien dans la réflexion. Et puis après, de repasser la semaine suivante et puis en disant, est-ce que tu as réfléchi, est-ce que tu as été plus loin, est-ce que tu es bloqué sur quelque chose. Et c'est vrai que ça les aide beaucoup. Je crois que ce qui est très important, c'est de voir que chaque personne a une histoire personnelle, individuelle, et a une évolution différente. Et donc pour certains, j'ai vu des détenus, ou des personnes, parce que ça, on a tendance à appeler les détenus, et c'est une forme de perte d'identité aussi, hein, de parler que des détenus, alors que c'est des personnes avant tout. C'est la grosse difficulté justement en maison d'arrêt, où quand on travaille avec des personnes condamnées, de voir le détenu et non pas la personne. Et là, il y a un gros travail à faire, même pour les surveillants, de voir d'abord la personne, et pas d'abord c'est d'abord un détenu. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu mon fil. C'est la notion du matricule aussi. Oui, le numéro d'écrou. Numéro d'écrou, qui nous suit partout, qui identifie la personne. Ouais. Chaque histoire est différente, et donc oui, pour certains détenus, il a fallu faire 7, 8, 10 séjours en maison d'arrêt pour qu'enfin il y ait une réflexion qui commence, et qu'il y ait un changement qu'il a envie de changer de vie et de rompre avec cette forme de vie. Parce que pour certains, pour les jeunes, donc moi je travaille auprès des jeunes à Nice, hein, donc pour un certain nombre de jeunes qui viennent de certains quartiers, c'est vrai que ça fait presque partie de la banalité que d'aller en maison d'arrêt, d'y retourner régulièrement, etc. Parce qu'il y en a qui vont souvent régulièrement, et ils se retrouvent entre copains du même quartier, et c'est presque une deuxième maison, quoi, pour eux. Et donc c'est banalisé. Et il faut des fois un certain nombre d'années, un certain temps, pour qu'enfin il y ait un déclic qui se produise. Alors c'est difficile, c'est un peu mystérieux, c'est pour chacun, c'est différent ce déclic. Mais souvent ça passe par le fait de trouver une copine, et puis d'avoir envie de commencer à fonder un foyer, ou de s'installer avec la copine, et puis d'avoir un enfant. Alors voilà. Mais chaque parcours est différent, et c'est difficile de faire des généralités. Mais en tous les cas... En tout cas, c'est important de bien distinguer l'évolution de chacun, et selon. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus perdre espoir, parce que malgré tout, c'est une expérience, et donc dans cette expérience, il y a quelque chose qui se produit. Et peut-être que c'est l'accumulation de ces expériences qui va faire qu'il y aura un déclic. Mais malgré tout, il y a toujours une expérience, il y a des rencontres humaines, il y a des. Voilà. Alors moi, je pense aussi que pour certains, c'est nécessaire. Pour les jeunes, il faut que ça. Pour certains, malheureusement, ça passe à nécessaire, parce que. Ils ont plus par rapport à l'autorité, par rapport à des normes qu'ils n'ont pas acquises dans leur milieu familial. Il faut qu'à un moment donné, soient confrontés à l'autorité. Et pour certains, c'est un passage qui est bénéfique, et qui marque un coup d'arrêt, quoi. Parce que voilà, il y a beaucoup de jeunes qui sont condamnés juste à faire des peines de travail d'intérêt général. Donc ça peut commencer en tant que mineur, hein. Donc ils ont
on appelle ça des rappels à l'ordre. Après, il peut y avoir des suivis, il peut y avoir un travail d'intérêt général effectué. Et du coup, ils pensent qu'ils n'iront jamais en détention, et donc ils continuent, et des fois, il y en a qui ont des casiers judiciaires qui font plusieurs pages. Voilà, donc parfois, il faut ce choc de l'incarcération. Pour certains, je dis pour certains, c'est pas valable pour tous, mais pour certains, c'est nécessaire, donc ça peut être bénéfique. Et parfois même, la prison sauve au niveau physique. Et ça, c'est une expérience que je fais de plus en plus, c'est-à-dire de jeunes patients ou de moins jeunes, je préfère voir en prison que dehors, parce qu'ils sont trop dépendants à l'alcool, aux drogues, trop dans des attitudes où ils se mettent en danger. Et au moins, pendant 6 mois, un an et demi, on va peut-être pouvoir reconstruire un projet. C'est une évolution de la maison d'arrêt qui, vous pouvez en témoigner aussi, devient de plus en plus un hospice, un lieu où les gens précaires ou qui n'ont pas de repères se retrouvent et finalement se reposent pour certains. Donc c'est vraiment, les parcours sont vraiment compliqués. Et j'ai vu des patients, des jeunes, qui s'ils n'avaient pas eu cet arrêt obligatoire dans la prise de toxiques, seraient morts. Alors la prison c'est négatif, il faudrait sûrement pour eux trouver une alternative, mais en attendant c'est quand même mieux que ce qu'ils vivaient avant. J'en arrive même à dire à mes patients qui sont à l'hôpital, et c'est une réalité, vous souriez en hospitalisation, mais vous êtes plus en danger que mes patients qui sont en détention. Les patients en détention meurent moins que mes patients qui sont à l'hôpital. On perd un patient qui est à l'hôpital de dépendance, on en perd tous les 2 mois, tous les 3 mois, si vous voulez, dans notre structure. Alors qu'on n'a pas, il y a des suicides, et même si je suis chrétien, et très, très chrétien, j'espère. Je suis pas superstitieux, mais on touche du bois. Il faut jamais dire qu'il n'y a pas de suicide, parce que ça peut arriver, mais n'empêche que les gens sont plus protégés en général en détention que dans la population globale pour ces questions de toxicomanie, tout particulièrement. Donc vous voyez, pour vous dire que les questions sont complexes, les itinéraires sont variés, et il y a vraiment toute une attitude. Mais encore faut-il qu'ils soient traités aussi, parce que le problème, c'est le traitement de tout ça. Parce que le fait de leur empêcher de la drogue, de l'alcool ou des choses comme ça, mais est-ce que le traitement est efficace? Est-ce qu'il y a un réel traitement qui est fait? Nous, on a de la chance à Nice parce qu'on a beaucoup de soignants du point de vue psychiatrique. Ce qui est intéressant quand même, aussi dans l'évolution, c'est que dans cette rupture avec soi-même, le choc carcéral, comme ce qu'on a pu vivre comme délinquant avant, il y a un point commun, c'est qu'il n'y avait pas de parole. Le choc carcéral, c'est une coupure par rapport à soi-même, mais quelquefois on peut se demander si cette coupure n'existait pas avant aussi. Et si la personne n'était pas coupée d'elle-même dans cette réflexion avec soi-même, dans cette parole avec soi et avec les autres. Et c'est vrai que de pouvoir proposer aux personnes un espace de parole, c'est par excellence le travail thérapeutique, eh bien, est une ouverture formidable. Alors, on dit toujours que les psychologues ne servent à rien. Ça, toujours les gens de l'extérieur me disent ça. Et ce qui est bizarre, c'est que nous avons beaucoup de demandes. Et les gens sont contents de nous voir. Et ce n'est pas uniquement pour avoir des remises de peine supplémentaires, parce que ça compte de moins en moins. C'est parce qu'ils sont vraiment heureux de bénéficier de cet espace de parole. Ils découvrent la parole. C'est-à-dire que, au fond, je ne vis plus dans l'immédiat d'une jouissance que je veux avoir tout de suite, comme un caprice, souvent lié à des angoisses profondes, mais je vais passer du temps à prendre du plaisir à partager une parole avec quelqu'un. Et ça nous paraît simple peut-être à nous, c'est pas si simple que ça, mais c'est un pas de géant. Et quelquefois, en effet, pour un jeune, il faut revenir plusieurs fois, ou pour quelqu'un qui a des dépendances, ou quelqu'un qui a eu des traumatismes. Et donc c'est pour ça que la prison, surtout à Nice, où on a une structure de soins, c'est pas qu'une prison, c'est aussi quelque part aussi une structure de soins. C'est ça qui est complexe. J'ai 2-3 souvenirs comme ça par rapport à ce que disait tout à l'heure le docteur. J'ai rencontré des personnes qui me disaient qu'elles se laissaient vivre, qu'elles se laissaient porter par le système carcéral parce qu'elles n'avaient plus à réfléchir. Telle heure, c'était les repas, tel jour, c'était le change du linge, des draps, etc.
Ils étaient bercés, ils étaient bordés par l'institution et ils ne voulaient plus avancer, se remettre dans la remise en cause personnelle. Ça m'avait quand même interpellé. D'autres fois, j'ai entendu des détenus parler entre eux, etc., qui parlaient d'un cas d'un ami qui était sorti 15 jours avant les fêtes, et puis début janvier, il était revenu à la prison. Alors ça paraissait vraiment paradoxal, surtout l'âge des personnes, des jeunes, 22, 23 ans, ça interpelle aussi. Pourquoi se remettre dans la gueule du loup, aller se faire prendre dans un vol, etc. Est-ce qu'on est si bien que ça en prison pour retrouver les copains? Ça c'est quand même interrogatif. Alors, il y a aussi les addictions. Les addictions, ceux qui prennent des traitements, etc. Dès qu'ils n'ont pas leur traitement de 2 jours, 3 jours, ils sont complètement affolés. Et on trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont quand même dépendantes. Pour les traitements, je mettrais un petit bémol, parce qu'en général, quand on est dépendant du traitement à ce point-là, c'est que le traitement est trafiqué. Il y a un grand trafic de médicaments, etc. Donc, il n'y a pas connu. Il faut. Je pense qu'on. Moi, je ne suis pas médecin, je suis psychologue. Je défendrai quand même les médecins ici. Il faut penser que les médecins évitent quand même de tasser, comme on dit, les patients de plus en plus, grâce aux thérapies, l'art-thérapie, la psychothérapie, les ateliers, grâce aux SPIP, etc. Donc, il ne faut pas penser vraiment. Je ne pense pas que les psychiatres aujourd'hui essaient d'aboutir les gens. Beaucoup moins qu'avant, en tout cas. On a une question sur, selon vous, est-ce que la prison est-elle un procédé d'absolution, l'isolement des fauteurs de troubles, ou alors est-ce que c'est un cercle vicieux où les gens, comme ils se retrouvent dans un même milieu, ils continuent même après être sortis, ils reviennent, comme vous l'avez dit? Je pense que c'est la récidive qui est quand même la démonstration du bien ou du mal de la prison, je pense. Après, c'est sûr que pour des personnes d'un certain âge, aller en prison, c'est aussi un choc, c'est traumatisant, c'est aussi un indicateur, un contrôle. Ça vous donne à réfléchir sur le devenir de votre vie quand vous sortez, à construire autre chose. Voilà, ce sont des paramètres qui sont quand même assez précis. Ce sont des épreuves, on n'a peut-être pas envie de les revivre le lendemain, quoi. On va tout faire pour essayer de reconstruire sa vie. On a eu le temps de la réflexion pendant un certain temps en prison. Je pense que quand on peut se donner la volonté de sortir de cette ornière, on va construire autre chose, se libérer de ce poids-là. Je pense que c'est mon opinion. Ce qui fait beaucoup la différence, toujours, moi je parle toujours par rapport aux jeunes mais aussi aux adultes, c'est le milieu familial. S'il y a un milieu familial, s'il y a un soutien extérieur. S'il n'y a pas de soutien familial, quand on sort, on se retrouve à la rue et inévitablement on replonge. Je vois des jeunes aussi sont à la rue. Hein. Les parents, soit à partir de 18 ans, ils les mettent à la rue, ils les mettent à la porte plutôt, de chez eux, ou ils sont à la rue depuis déjà un certain nombre d'années. Et donc, comment voulez-vous qu'à un moment donné, ils doivent survivre? Donc, il y a quelques associations, mais il y a un gros problème d'hébergement sur Nice, sur la région. Bon, c'est dans toute la France, mais peut-être plus particulièrement à Nice. Donc, inévitablement, s'il n'y a pas de soutien familial, s'il n'y a pas de milieu familial, on peut s'attendre à qu'il y ait une récidive. Pour compléter avec les soins, l'importance des soins, ça se manifeste par les décisions des magistrats au moment des jugements. Hein. Pratiquement, systématiquement, maintenant, il y a toujours une obligation de soins. Donc, soit par rapport à l'alcool, aux stupéfiants, et même quand c'est des actes avec violence, on demande de mettre en place des soins, donc souvent un suivi psychologique. Mais pratiquement, systématiquement, c'est une obligation. Voilà, donc c'est vraiment important. Et alors, on peut avoir aussi des suivis socio-judiciaires qui durent 5 ans, 10 ans, 15 ans, hein, souvent dans les cas de délits à caractère sexuel. Donc, c'est un suivi qui se passe au SPIP, hein, avec des collègues. Et donc, c'est un suivi sur une très, très longue durée. Et parfois, c'est pas facile non plus à gérer. Oui, parce que, en fait, c'était le parcours de la personne qui est en détention. Et en fait, il y a le choc carcéral, il y a le choc du jugement, et il y a le choc de la sortie. Et c'est au moins, on pourrait dire, il y a au moins ces 3 chocs-là. Parce que vous ressortez quelquefois, comme on dit vulgairement, une main devant, une main derrière. Et alors, l'idée, quand même, c'est d'aménager la peine. Hein, c'est d'aménager la peine avec un projet. Et puisque au moins 30% des détenus ont des problèmes psychiatriques, eh bien, de plus en plus, on essaye de trouver un projet de soins pour aider la personne à
recréer des liens à partir d'intervenants qui prennent en compte une souffrance tout à fait particulière. Et donc, cet aménagement de peine est très important, et ça permet de comprendre aussi ce qui peut choquer le public, c'est que on ne sort pas, quand on a 3 ans de prison, on ne fait pas 3 ans de prison. Hein. Vous avez déjà des peines automatiques, des remises de peine automatiques, et en plus, à partir d'un certain moment, vous êtes aménageable. Et pour être aménageable, et c'est là nos amis du SPIP qui font vraiment le gros travail, il faut trouver un logement, une activité. Et parmi ces activités, il peut y avoir une activité thérapeutique. Et on est de plus en plus dans ce créneau-là, parce que beaucoup de nos patients sont en souffrance. Et malheureusement, la psychiatrie étant aussi en souffrance, et il y a une difficulté de les prendre en charge correctement. Justement, on a des questions un peu pratiques par rapport à ça. Donc, c'est quel type d'activité on peut faire en prison, et est-ce qu'on peut choisir librement ces types d'activités? Une autre question aussi, comment se passe le travail en prison? C'est des questions un peu comme ça pratiques. Alors ça dépend beaucoup des établissements. À Grasse, il y a des ateliers, donc c'est un établissement plus récent, donc il y a des ateliers qui sont gérés par des sociétés privées. Donc il y a des formations aussi en informatique. Je ne sais pas depuis, moi j'étais il y a 5-6 ans, donc je ne sais pas si depuis il y a des nouvelles actions. Michel pourra le dire. Mais à la maison d'arrêt Nice, il y a peu d'activités. Enfin, en tout cas au niveau du travail, il n'y a pratiquement pas d'activités, à part les détenus qui arrivent à se faire classer donc auxiliaires. Hein. Et donc ils touchent un petit pécule pour ça. Voilà, ils ont une petite responsabilité par rapport aux autres détenus. Mais sinon, les activités principales, c'est le sport. Donc, mais il y a toujours des listes d'attente, donc il faut s'inscrire, elles sont assez longues. Après, il y a l'école, il y a possibilité de suivre des cours. Il y a donc tout ce qui est activité yoga, enfin voilà, dessin, enfin art plastique, etc. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a parce que moi je ne suis plus à l'intérieur de la maison d'arrêt de Nice, donc je ne sais pas toutes les activités, mais il y a beaucoup d'activités comme ça. Mais au niveau de travail, ça dépend beaucoup des établissements. Oui, par exemple, la maison d'arrêt, ce qui est difficile, c'est que puisque rien n'est stable, parce qu'on attend le jugement, eh bien, on ne peut pas s'inscrire dans une activité. Forcément, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Il y a très peu de travail, en effet, lié à cette situation-là. Il y a un atelier quand même à Nice, un atelier où on peut confectionner des choses. Bon. Mais sinon, c'est surtout faire fonctionner la détention. Il y a des gens qui travaillent dans la rénovation du bâtiment, et ils sont payés, ils sont auxiliaires, ils sont payés. Sinon, les activités, en effet, il y a l'école, il y a une activité informatique, il y a le sport, et le SMPR, le centre médico-psychologique, lui a aussi beaucoup de responsabilités dans la mise en œuvre d'activités. Donc c'est là où il y a une collaboration entre quelque chose d'hospitalier, hein, qui vient de Sainte-Marie, qui est purement de la santé, avec la pénitentiaire. Et là, on propose des ateliers ludiques, plutôt du jeu, des ateliers sophrologie, l'art-thérapie, qui est très important. Donc nous, on essaye de développer beaucoup toutes ces choses-là. Ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais il faut dire qu'en 10 ans, quand même, les responsables de la détention ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc tout n'est pas noir quand même. Ouais. C'est lent, mais il faut dire que les gens ne sont pas inhumains. Quand même. Il y a une question de budget aussi, comme tout. Donc le SPIP a un certain budget pour mettre en place des activités. Moi, quand j'étais à Grasse, j'étais chargé des activités. On avait essayé de mettre en place un groupe de théâtre. Donc il y a des concerts aussi qui ont lieu à la maison d'arrêt régulièrement. Hein. Il y a à Grasse, c'est la maison des parfums qui intervient aussi, qui faisait un atelier. Voilà, donc on essaie à chaque fois d'utiliser le maximum des ressources locales pour essayer justement d'amener un petit peu de l'extérieur à la maison d'arrêt. Est-ce qu'on peut choisir librement son activité? Oui, on s'inscrit. Chacun s'inscrit à... Je peux témoigner personnellement parce qu'on est venu me chercher à plusieurs reprises pour faire des ateliers donc, de sculpture, parce qu'il manquait 1 ou 2 élèves, voilà. Je me suis retrouvé avec des détenus que je ne connaissais pas, etc. Ça s'est très très bien passé. Ensuite, j'ai fait un stage volontaire donc, sur la vidéo. On a monté un petit film à l'intérieur de la prison pour justement montrer toutes les activités qui se passaient au sein de la maison d'arrêt de Grasse.
Donc que ce soit les activités culturelles et les activités professionnelles, c'est-à-dire l'aspect travail à la prison. Et donc là, effectivement, je peux témoigner que j'ai vu tous les ateliers en ce qui concerne pour des formations de bâtiments pour des détenus qui cherchaient une formation spécifique dans le carrelage, le bâtiment basique. J'ai vu un atelier d'électricité et j'ai vu des ateliers donc, de production qui sont en partenariat avec des entreprises, on va dire, de la région de Grasse, Alpes-Maritimes. Voilà. C'était très très bien organisé, contraignant parce qu'il y a évidemment beaucoup de besoins de sécurité. Il y a toujours, quand on se retrouve avec des outils, etc., peut-être une envie de monter son petit atelier indépendant dans sa cellule. Alors il y avait des fouilles passées au portique, etc. J'ai vu des situations des fois un peu ubuesques où la personne vidait ses poches, n'avait rien, mais c'était sous la chaussure. Enfin bref, moi j'ai travaillé 2 mois et demi personnellement, donc parce que j'avais fait la demande pour couper un peu le temps. 2 mois et demi aux ateliers, j'ai fait des hameçons, j'ai fait des boîtes de cadeaux pour le moment des fêtes, etc. Et j'ai vu qu'il y avait quand même une grande densité de détenus qui occupaient ces ateliers. Alors souvent, il y a aussi une préférence par l'institution. Il y a des personnes, des détenus, qui ont des besoins pour continuer à nourrir, d'aider comme ils peuvent financièrement leurs femmes, leurs épouses qui a 2-3 enfants. Et on donne priorité. C'est quand même très, très adroit, très pertinent de ce côté-là. C'est pas inhumain à tout point, parce que moi je parlais avec un détenu, il faisait quand même, en étant présent, vraiment, il respectait les horaires, etc. Il arrivait à faire 1100 euros donc dans la production mensuellement. Pour lui, ça le sauvait par rapport, évidemment, toujours avec cette rupture entre la maison d'arrêt et le monde extérieur, la femme, les enfants, les besoins inhérents à la famille, etc. Et pour lui, c'était un peu ça le sauvait, quoi. C'était sa planche de salut et c'était de ce côté-là remarquable. Moi, je dois dire que j'en étais agréablement surpris. Voilà. Un bel exemple d'activité qui a été mise en place aussi à la maison d'arrêt de Nice. C'est ponctuel, mais malgré tout, ça arrive régulièrement. C'est des sorties dans le Mercantour en partenariat avec la maison des handicapés, où les détenus portent des photos, enfin, ils aident les personnes handicapées à faire cette marche, à cette randonnée dans le Mercantour. Donc, c'est un bel exemple de solidarité entre des bien portants mais qui sont incarcérés et puis des gens à l'extérieur mais qui ont aussi un handicap. Et voilà, il y a des belles choses qui se font. J'ai vu l'orchestre de Cannes, l'orchestre régional qui est venu avec un certain nombre de musiciens, avec un très très beau concert. J'ai vu l'équipe de Cannes faire un match de foot avec des détenus de la section foot qui jouaient. Donc, c'est pas tout négatif quelque part. Bon, après, il y a des activités qui sont plus personnelles, comme la foi, l'aumônerie. Moi, je me rappelle du premier jour où j'ai vu Jean-Marie pénétrer dans ma cellule. Je ne savais pas qui c'était, mais le sourire qu'il avait, la bonhomie qu'il avait, il a inondé ma cellule. Il m'a réchauffé le cœur ce jour-là. Et on ne s'est pas quitté depuis. Hein ? Après, j'ai fait la connaissance de Jean-Patrick, Marie-Claude. Et je dois dire que ça a été des moments très intenses, d'échanges. Bon, quand on est chrétien, on a quelque chose à donner, quelque chose à recevoir aussi. J'ai pu partager quelque chose du fond du cœur. Et je pense qu'avec les détenus qui étaient là, il y avait une très grosse dose de sincérité, de partage. Et je pense que j'ai pu retrouver un peu ma foi dans des circonstances peut-être douloureuses. Mais pour moi, c'était heureux. Voilà, ça, c'est personnel. Je veux en témoigner. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de la question du sens. Je crois qu'on a répondu un petit peu, mais peut-être pas assez approfondi. Parce que justement, ça peut être l'occasion cette période de mise à l'écart, un petit peu comme vous savez qu'il y a beaucoup de maisons d'arrêt ou de centres pénitentiaires, d'établissements pénitentiaires qui sont installés dans des anciens couvents, des anciennes abbayes. Il y a beaucoup. Et même la cellule, c'est un lien avec la cellule des moines. Et pour certains, c'est comme un temps de mise à l'écart, de traversée du désert, et où on peut justement se réfléchir à son parcours, se poser des questions et essayer de trouver du sens à sa vie.
Et pour certains, il y a quand même des exemples de conversion, même à la fois catholique, hein, de conversion spirituelle. Moi, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur la religion en détention. Et il y a plus qu'on ne croit. Il y a beaucoup de conversions et beaucoup de beaux cheminements sur le plan de la foi. Et moi, j'étais surpris du nombre, parce qu'on pense toujours que c'est vraiment marginal, mais non, il y a beaucoup d'histoires. Et des conversions célèbres, hein. Il y avait André Levé, il y a eu Jacques Fesch, Jacques-Yves Van Thuyn, enfin il y en a beaucoup. Donc ça, je les ai recensés dans mon mémoire. Mais il y a ça c'est des conversions un petit peu spectaculaires et un petit peu médiatiques. Mais dans le quotidien, j'ai interrogé des détenus lorsque le frère Jean-Claude Sébastien était encore aumônier de la maison d'arrêt de Nice. J'avais interrogé des détenus, hommes et femmes, et tous ceux que j'ai interrogés, ils faisaient un parcours avec l'aumônerie et un cheminement spirituel. Même si au départ, tous n'avaient pas la foi. Hein, et puis en plus, à l'aumônerie, ou pour en parler, il y a il n'y a pas que des catholiques qui viennent, hein, il y a des musulmans, parce que c'est l'occasion de sortir de la cellule, de se retrouver, et puis aussi d'avoir un lieu de spiritualité. Mais voilà, il y a des très beaux parcours, et donc ça peut être l'occasion pour certains, oui, de redonner du sens à sa vie. Justement, en parlant d'aumônerie, je ne sais pas, peut-être si Jean-Marie, vous avez un témoignage. On a une question, par exemple, comment on accueillit l'idée de Dieu et de la foi chrétienne dans l'environnement carcéral. Et pouvez-vous témoigner de vie ou d'attitude que vous avez vu changer grâce à la découverte de la foi, par exemple? Lorsque nous allons en cellule, c'est parce que nous avons la plupart du temps reçu un courrier du détenu souhaitant notre passage. Normalement, je dis normalement, les détenus devraient être informés de la possibilité qu'ils ont de se mettre en relation avec l'aumônerie. Malheureusement, il y a des périodes où cette information ne passe pas, et c'est peut-être pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a moins de demandes. Mais la plupart du temps, ces demandes sont très nombreuses, à tel point que, victime de notre succès, lorsqu'il s'agit de pouvoir participer à l'Eucharistie, anticipée du samedi, il y a 2 mois, ça peut monter à 3 mois d'attente pour être inscrit sur la liste qui permet de participer à l'Eucharistie. Alors je pense que par rapport à ce que nous rencontrons, non pas ici à Sophia Antipolis où la paroisse est très vivante, mais comme celle que je rencontre dans ces petits villages de l'arrière-pays où il y a c'est comme le père Guy Gilbert disait dans une de ses cassettes, quelques grenouilles de bénitier. Ça n'est pas le cas ici, et je pense qu'il y a une raison à cela, qu'il y a des conversions, parce que les places étant chères, ils savent que s'ils ne viennent pas régulièrement, la place qu'ils occupent, elle sera prise pour la donner à quelqu'un d'autre. Et s'ils ont envie de rester inscrits, ils vont être assidus à ces célébrations de samedi en samedi. Et c'est parce qu'ils sont assidus à ces célébrations qu'un cheminement spirituel peut se faire, parce qu'ils sont soumis, imprégnés par la parole de Dieu qu'ils entendent de samedi en samedi. Et là, c'est là qu'on assiste à des parcours, des conversions. Et je vais rapprocher ce que nous vivons en prison de ce que j'ai vécu auparavant dans l'accueil des personnes en difficulté que j'ai rencontrées. Donc, quand je faisais de l'accueil, il y a un temps d'incarcération qui est souvent un temps d'épreuve, un temps de disponibilité qui leur permet de s'ouvrir au spirituel. Et il y a un jour un gars qui se savait condamné par le sida. Nous étions en train de converser au cours du repas, et il me dit « Heureusement qu'il m'est arrivé ça c'était le sida ». Un laps de temps très court de quelques secondes au cours duquel il se rend compte de l'énormité de ce qu'il venait de sortir, et il me dit après cela, je ne veux pas dire que je suis heureux d'avoir attrapé le sida, mais c'est grâce au sida que j'ai rencontré le Seigneur. Et donc ce que nous rencontrons en prison, beaucoup sont capables de dire heureusement qu'il m'est arrivé ça à la prison parce que j'ai fait la rencontre du Seigneur en prison. Oui. Et ce cheminement-là se fait chez beaucoup d'entre eux. Je vais signaler un autre cas où les motivations sont impures
lorsqu'on demande à s'inscrire, et c'est vrai aussi pour quelqu'un qui demande à rentrer en noviciat à les Reims, hein, ses motivations sont certainement impures et vont être appelées à se purifier au cours de son noviciat. Donc, ces motivations sont impures, c'est pour rencontrer un autre collègue qui habite un autre bâtiment, et ça permet de traficoter plus ou moins, si ce n'est pas tout simplement pour échanger. Mais un jour, un gars vient vers moi, il dit, vous savez, au début, quand je venais à la messe, je ne pouvais pas m'asseoir à côté d'un pointeur. Un pointeur, c'est le terme qui désigne tous ceux qui se sont rendus coupables de délits sexuels. Non, je ne pouvais pas m'asseoir à côté d'un pointeur, mais depuis que je viens à la messe, non seulement je peux m'asseoir à côté de lui, mais je peux lui serrer la main. Vous voyez tout le cheminement qui se produit grâce justement à cette participation. On a quelques questions sur la réinsertion sociale après la prison, sur les différents acteurs en fait, qui peuvent intervenir sur la réinsertion sociale et professionnelle des détenus à la sortie de la prison. Nous, dans notre mission, on s'appelle Conseil pénitentiaire d'insertion et de probation. On parle toujours de réinsertion, mais comme beaucoup de surveillants disaient, avant de faire de la réinsertion, il faudrait faire déjà de l'insertion, parce que notamment pour les jeunes, il y a tellement de lacunes au niveau scolaire, etc., beaucoup de retard. Parce que la majorité quand même de ceux qui se retrouvent soit en détention, soit qui sont condamnés, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont quitté le système scolaire et qui restaient dans la rue, hein, et puis qui ont commencé à participer à des trafics, etc. Voilà, donc la réinsertion, en fait, c'est du droit commun. Donc nous, on essaye de mettre en contact, d'orienter sur les structures de droit commun, notamment par rapport à la recherche d'emploi et de formation. Donc nous, on travaille beaucoup avec la mission locale de Nice. Ensuite, Pôle emploi, etc. Donc le plus gros problème, c'est ça, c'est pour les jeunes, pour les réinsérer ou les aider à s'insérer, c'est de trouver une formation ou un travail. Ça, c'est le gros problème. La plupart, ils logent encore quand même chez leurs parents, mais c'est le problème de la formation, parce qu'ils n'ont qu'une qualification, donc ils font des petits boulots, hein, c'est serveur, c'est un peu de manœuvre dans le bâtiment, ça peut dans les espaces verts, c'est vite limité. Donc il y a un gros problème de débouchés de formation. Parce que souvent, quand moi je les ai en suivi, donc ils ont déjà 19, 20 ans, 21 ans, bon, ils ont envie vraiment là, de repartir sur des bons pieds, ils ont envie de trouver du travail, mais il n'y a pas de possibilité. Donc ça, c'est un gros souci. Après, les autres partenaires, c'est par rapport aux soins, justement. Hein. Donc on travaille avec des associations comme l'association Acacia, ou l'association entre autres, donc qui accueille des jeunes gratuitement. Et puis donc les CMP, les centres médico-psychologiques, ou d'autres structures. Alors, lorsque les jeunes ou les personnes condamnées ont une obligation de soins, elles peuvent choisir le service ou la personne avec qui elles mettent en place ce suivi. On ne peut pas les obliger à choisir telle ou telle structure. Mais voilà, donc ça peut être un psychologue ou psychiatre en cabinet, hein, ou ça peut être un centre médico-psychologique, ça peut être une association. Voilà. L'important, c'est de mettre en place un suivi et de mettre en place, d'initier quelque chose. Après, l'autre obligation souvent à laquelle les condamnés, peuvent être condamnés des personnes, c'est l'obligation d'indemniser les victimes. Donc ça, c'est important. On n'a pas encore parlé des victimes. Alors, c'est vrai que les détenus, quand on est détenu ou quand on vit avec les détenus, on a toujours on peut avoir tendance à presque prendre aussi les détenus des fois pour des victimes, mais non, il y en a qui aussi, c'est un mode de vie aussi. Hein, donc voilà. Donc les victimes, il ne faut pas les oublier, et souvent l'obligation principale, c'est quand même de les indemniser et de reconnaître. D'ailleurs, la place de la victime, c'est important aussi pour les détenus. Moi, dans l'enquête que j'avais fait un petit peu, souvent pour eux, c'est important d'être délivrés de la culpabilité qu'ils avaient par rapport à leurs victimes. Et le fait de fréquenter l'aumônerie et de découvrir la foi, de pratiquer la foi, la rencontre avec Jésus, avec Dieu, ça leur permettait justement, par l'intermédiaire du pardon, ça les délivrait de cette culpabilité et de ce poids qu'ils avaient sur eux.
Donc ça, c'est vrai que c'est important d'en parler. Il y a des projets de justice réparatrice, hein, c'est sur le modèle un petit peu de ce qui se passe au Canada ou dans d'autres pays. C'est de mettre en place des lieux de rencontre entre les victimes et des auteurs d'infractions pour apprendre à faire un pas l'un vers l'autre et à s'accepter. Enfin, bon, voilà. Donc il peut y avoir aussi là des cheminements, hein, des chemins de... Bon, sinon, en tous les cas, pour tout ce qui est la réinsertion, de toute façon, une personne en détention, elle est toujours sujet de droit commun. Hein, donc elle bénéficie des dispositifs de droit commun. Donc pendant 2 mois, elle continue à toucher le RSA. Bon, après, ça s'arrête. Mais sinon, il y a des intervenants, par exemple, de Pôle emploi qui interviennent en maison d'arrêt. Il y a des intervenants de la mission locale pour préparer justement la sortie. Et voilà, donc ça, c'est important, de bien préparer la sortie, d'avoir des objectifs. Le gros souci de la réinsertion pour la sortie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'hébergement, le manque de logement. Pour ça, nous, au SPIP, on a une particularité sur Nice, c'est qu'on gère des chambres en hôtel meublé. Donc, on a une dizaine de chambres. Et donc, ça permet comme ça, pour des sortants de prison, quand ils sortent, ils ont déjà un hébergement pour se poser et après faire toutes les démarches. Parce qu'il y a toujours beaucoup de démarches administratives pour refaire des papiers, pour mettre en place les soins, mettre en place les obligations, etc. Donc ça, on a quand même ce SAS où on peut accueillir des personnes qui sortent de prison. Un sortant de prison, il peut être aidé par le SPI pendant 6 mois. Pendant 6 mois, on peut le prendre en charge. On a des tickets services, on a une aide matérielle aussi, des cartes de bus, etc. Et ça, on peut les aider un petit peu. Après, justement, avec l'aumônier de la maison d'arrêt de Nice, on a développé une association, on a créé une association tout récemment qui s'appelle Trait d'Union, pour justement permettre aussi aux sortants de prison d'avoir une chambre. Parce que nous, les chambres du SPIF, c'est quand même vite limité. Et puis à part l'accueil de nuit, il n'y a pas beaucoup de solutions sur Nice. Donc l'accueil de nuit, souvent les gens ont beaucoup de réticence à aller là-bas parce qu'ils retrouvent un peu le même public. Il y a des problèmes d'alcool, de vol, etc. Donc souvent ils ne veulent pas aller, ils préfèrent rester à la rue que dans l'accueil de nuit. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Voilà, donc Trait d'Union, c'est une association qui a 1 an d'existence à peu près, qui a un appartement pour l'instant, un studio qui a été mis à disposition par Saint-Vincent-de-Paul et qui se trouve dans le quartier de Pasteur. Donc un petit studio qui permet d'accueillir des sortants de prison. Là, actuellement, il y a une dame qui sortait de la maison d'arrêt de Nice et qui loge dedans. Mais on essaie de le développer parce que c'est le souci principal, c'est de trouver un lieu d'hébergement. À ce sujet, moi, je dois dire, pour témoigner, qu'effectivement, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé au sein de la maison d'arrêt si je connaissais un logement pour préparer leur sortie parce qu'ils n'avaient pas de pied-à-terre pour atterrir. Et c'était un peu la condition sine qua non de leur dossier de sortie. Ça, c'est une première réflexion et quelque chose que j'ai bien ressenti. Et ça m'a interpellé par rapport aussi, aujourd'hui, c'est la crise du travail, la crise de l'emploi. Donc, avec le nombre de demandeurs d'emploi, on a l'impression que le fossé se creuse encore plus pour le détenu qui sort. L'handicap est encore plus grand. Il va falloir qu'il fasse encore plus d'efforts par rapport à sa situation, par rapport à son potentiel travail qu'il a, ses connaissances. Et on a l'impression que ça devient un peu mission impossible. C'est mon ressenti, voilà ce que je voulais dire. Oui, en ce qui concerne les appartements, bon, sur Grasse, c'est une dizaine, je crois, Saint-Vincent-de-Paul. Hein. Et c'est vrai que bon, c'est à disposition du SPIP. Alors après, on ne sait pas comment c'est utilisé. Hein, donc le problème, il est là. Hein, donc on se cherche là-dessus. Parce que même quand on recommande aux détenus, adresse-toi au SPIP, il n'y en a pas de disponible. Donc d'autre part, bon, je crois que pour la réinsertion ou l'insertion, quand ils recherchent du travail, ils ont un gros problème sur le CV quand il y a un trou. Et quand il y a un trou, on pose la question, mais qu'est-ce que vous faisiez? Bon, vous étiez en prison. Et là, bon, on n'a plus besoin de personne. Et donc, le problème, il y a une étiquette qui est collée sur la personne, et c'est ce qui est dommage. Donc, d'où l'utilité des associations. Après, bon, donc, nous, au stade de l'aumônerie,
on est 2 diacres, donc on ne peut pas faire l'Eucharistie consacrée. Et donc, on a affaire à différents prêtres. Et différents prêtres des différentes paroisses qui sont autour. Et je pense que ça, c'est pas mal, non seulement pour leur redonner un petit peu différentes façons de voir, mais aussi l'insertion dans les paroisses, dans le tissu des chrétiens. Et je pense que ça, c'est important. Mais si on peut arriver à développer ça au niveau de ces paroisses, et ça, je pense que ça apporterait. Parce que de l'insertion, c'est bon, du travail, mais c'est aussi rentrer dans ce tissu. Et je crois que ça, c'est important. Et un accompagnement surtout. Oui. Voilà, Oui. qu'il ne soit pas tout seul. Donc là, il y avait Habitat Humanisme qui avait écrit quelque chose où des personnes s'investissaient et suivaient les détenus ou les exclus pendant leur insertion dans le tissu. Plutôt pour Jean-Marie, on a une question. Quelle clé pouvez-vous donner à un prisonnier pour sortir de sa prison personnelle et retrouver sa liberté, en fait, une fois sorti de prison? Je n'ai pas de schéma particulier, de recette, absolument pas, parce que chaque personne est une histoire différente et donc je ne sais absolument pas comment je vais aborder la relation avec cette personne qui demande à me voir. C'est avec le temps. Peut-être que Michel peut s'exprimer là-dessus, mais moi, personnellement, je n'ai pas de recette. Non. Je ne sais pas. Moi, j'ai eu le bonheur de te rencontrer ce jour-là. Hein. Je n'étais pas dans un atelier, donc il y avait quelqu'un dans la cellule, c'était moi. J'ai été réceptif. Bon, et puis tu as eu un langage très simple. J'ai compris ta demande, l'objet de ta présence. Donc automatiquement, j'ai découvert qu'il était aussi possible dans la prison de pratiquer sa foi, de faire le point avec soi-même, un apaisement. Donc j'ai découvert après effectivement l'office. J'ai participé assez régulièrement donc aux lectures de l'office. Je me suis imprégné, c'est vrai. Et puis les causeries du samedi après-midi ont été très importantes, très bénéfiques, parce qu'on était 10, 12, une douzaine de détenus. On avait un cheminement qui nous dirigeait vers la foi. Et puis on a eu des discussions sur des thèmes, sur la religion, la foi, qui ont été sans détour. Et vous avez toujours été, toi-même et Jean-Patrick, entouré avec Marie-Claude, avec également pendant les offices, très ouverts, très patients, et jamais vous avez fui les conversations. Vous avez toujours apporté la réponse par rapport au message de Dieu. Et puis je pense que c'est un grand apaisement pour beaucoup. Tout à l'heure, Francis se reprenait en disant « Oui, on a toujours tendance à appeler l'autre le détenu, et c'est avant tout une personne. » Et c'est une personne que nous rencontrons, et donc nous devons être attentifs à son vécu. Et cette personne n'est pas quelqu'un d'abord qui a commis une faute, et c'est la raison pour laquelle il se trouve en cellule. Non, c'est un frère que je rencontre. Et je dois être attentif à son histoire. Le respect de la personne. Voilà. Un jour, il y a... L'identité de la personne. Un détenu m'aborde dans le couloir, et il se présente en disant « Moi, je suis un toxicomane ». Alors, il était devant la porte de sa cellule. Je regarde le nom indiqué sur sa cellule. Je dis non, tu t'appelles un tel. Tu n'es pas un toxicomane. Tu es, toi, tel nom. La dignité. Voilà. Et c'est le commencement de la relation. Alors, s'il y a des maîtres mots quand même, ce n'est pas que des mots, c'est des actes. C'est l'amour, la fraternité, et bon, le partage, l'écoute, la compassion. Et je pense qu'à partir du moment où on a eu des entretiens dans l'intimité et de la personne, il y a de la confiance qui se met en place et c'est tout à fait autre chose. Et en plus, ce qui est bien, c'est pas qu'avec l'aumônier, c'est que cette fraternité, elle se passe
avec les autres autour de la table, comme tu disais là tout de suite. Hein, et puis cette fraternité, elle ressort, elle va dans les couloirs, et puis elle va s'adresser à tous les autres dans les couloirs, dans les cellules. Moi, je me souviens d'un détenu qui me disait, moi j'aime bien l'aumônerie, parce que je viens faire le plein. Je viens faire le plein et j'attends, une fois que c'est terminé, j'attends la semaine prochaine pour venir refaire le plein, et j'essaie de pas trop consommer entre les deux. Et je crois que ça, c'est important, c'est d'attendre et de travailler ensemble. Je pense que dans la réinsertion, c'est ce qui est important. En fait, pardon. Simplement, la dimension du partage, je crois qu'elle est très très importante, parce que c'est un bon positionnement, si vous voulez, parce que quelquefois, même notre compassion, ça pourrait blesser l'autre, parce qu'on serait comme le spectateur de sa misère, vous voyez. Alors que quand on est ensemble pour partager une parole, une discussion, eh bien à ce moment-là, on se retrouve dans une situation, si vous voulez, d'humanité. D'emblée, c'est le partage qui nous rend humains. S'il n'y avait qu'une chose, c'est ça. Et dans le partage, dans une thérapie, c'est un partage. Et il se produit des choses assez exceptionnelles où finalement la parole libre qui est partagée vient nous révéler à l'un et à l'autre, aux thérapeutes comme aux patients, des choses que nous ne savions pas de nous-mêmes. Donc, moi j'aime bien le rapport entre le travail thérapeutique et puis la vie de la foi, parce que dans la foi, eh bien, par le biais des chrétiens, eh bien, on sait que Dieu vient à nous, un peu d'extérieur et aussi de l'intérieur, mais dans la psychothérapie, on a aussi une révélation de soi-même, de choses qu'on ne connaissait pas de soi-même, et le psychologue aussi découvre des choses de lui-même, le patient aussi, et peut-être on a vécu jusqu'à présent à un certain niveau, un peu bloqué, et là, il y a une révélation. Et je crois que le partage et révélation, ça nous humanise. Je pense qu'on a une autre dimension également que j'ai vécue à travers la maison d'arrêt, c'est le partage aussi matériel, c'est-à-dire on vient vous solliciter, vous donner avec plaisir. Bon, il y a un exemple ou deux où il y a des habitués qui viennent toujours peut-être, qu'on avait remarqué, qui viennent toujours pour faire le plein, non pas spirituel mais matériel. Mais ceux-là, on les recadre autrement. Mais souvent, ils ne sont pas les participants de la promenade. Mais moi, je dois dire que ce partage, ces grands moments de discussion, etc., ça m'a toujours requinqué, ça m'a toujours redonné le moral. Et j'ai toujours parlé, après dans les promenades, des moments de l'Évangile, de cette lumière qui rentrait dans cette pièce à ce moment-là, pour justement nous faire oublier notre position, notre condition de détenu. Et je dois dire qu'à chacun sa foi, mais moi, ma foi était très présente. Je l'ai plus pratiquée, je dirais, qu'avant de rentrer. Et je l'ai toujours en présence. Et je sais que ces hommes, Jean-Marie, Jean-Patrick, etc., font un travail immense. Et sont les femmes, bien sûr, les femmes, Marie-Claude, les chanteuses, bon. Mais la communion de l'office, c'est quelque chose, à mon avis, qui était très très important. Je comptais souvent le monde qu'il y avait, je voyais 60 personnes, des fois 40 personnes, ça diminuait, ça augmentait, etc. Il y avait des hauts et des bas dans la tenue des fois, parce qu'il y en avait quelques-uns, c'était toujours les mêmes de toute façon, qui étaient pour des questions mercantiles. Mais autrement, j'ai rencontré des gens, des détenus, qui étaient très empreints de cette foi et ça leur apportait un grand bonheur. Et moi, j'étais de ceux-là aussi. Voilà. C'est mon témoignage et je remercie ces personnes qui m'ont aidé parce que c'est aussi un cheminement vers cette foi qui est indispensable aussi quand on est croyant. Voilà, merci. En fait, ces expériences, ce retour d'expérience sur le partage et tout, m'ont fait interroger un peu sur ce qui peut suivre dans les groupes de partage. Jean-Patrick, tu as parlé aussi de fraternité. Je ne sais pas si, Laurent, dans des groupes de partage, on peut parler de fraternité ou bien qu'est-ce qui se vit. Les préoccupations des gens, c'est sur ce qu'ils ont fait, ce
ce qu'ils ont vécu en ce moment, ce qu'ils vivent, ou bien sur ce qu'ils vont faire quand ils partent. Si tu peux voilà, nous dire un petit mot, parce que je n'ai pas d'idée sur ce que... Alors, les groupes de partage que nous avons l'après-midi sont quand même structurés. C'est-à-dire qu'on a un temps de prière introductive, en fait, où on se met en présence du Seigneur. Et ensuite, on a un temps où on part à partir de la parole de Dieu du dimanche, où on échange entre nous. Donc il y a quelqu'un qui lit la parole de Dieu, puis après, chacun intervient suivant ce que cette parole lui dit. On n'a pas toujours spécialement d'échange de points de vue. Hein. C'est-à-dire chacun dit ce qu'il ressent. On a aussi essayé aussi de mettre en place l'utilisation de moyens un peu plus modernes en utilisant des DVD, soit sur la vie de Jésus ou d'autres thèmes. Et donc ça, c'est un temps où chacun dit quelque chose et on voit très bien que c'est un cheminement, en fait. Donc c'est comme nous-mêmes on fait un cheminement, ben là eux aussi font leur cheminement. Maintenant, après ce temps-là, on a aussi un temps d'échange sur ce que chacun vit en prison et leurs préoccupations autres, j'allais dire, que spirituelles ou sur les textes. Et donc là, c'est aussi un échange qui est assez important, je veux dire, pour chacun. Et qu'on soit à l'écoute de ce qui fait vraiment, sur le moment, vraiment écho pour eux et ce qui les préoccupe. Et donc ça, c'est ce temps-là. Puis après, quand on a fini ce dernier temps de partage, souvent on finit par une prière ensemble, ou des fois ça nous arrive aussi de chanter, parce qu'ils sont très friands de chant. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais rebondir par rapport à quelque chose, par rapport à l'insertion, puisque quand je n'ai pas ma soutane de prêtre orthodoxe, je suis formateur en insertion. Et donc, il faut savoir que pour les jeunes adultes, l'insertion dans la région est quelque chose d'important, puisqu'il a été mis en place par le Conseil régional ce qu'on appelle des ETAPS. Donc ce sont des espaces territoriaux d'acquisition des premiers savoirs. Donc ce sont on va dire une espèce d'école de la seconde chance. Et dans ces ETAPS, on en a sur tout notre territoire, en tout cas sur le département, on en a 7 sur le département, 7 espaces, 7 territoires. Et donc, nous avons dans chaque établissement qui peut recevoir des places qui sont réservées pour ce qu'on appelle les PJJ, donc la protection de la jeunesse, justice, jeunesse. Moi, j'interviens puisque je travaille sur un centre de formation qui se trouve à Grasse, qui sont les apprentis d'Auteuil, anciennement à Sprocep. Nous recevons actuellement 44 jeunes en insertion. Et nous, sur les 44 jeunes, nous avons 20 places qui sont justice. Donc ça veut dire que sur le département se fait un gros travail d'insertion des jeunes qui sont en suivi de justice. Soit des jeunes qui ont simplement eu un suivi éducateur, comme ça peut arriver dans des familles, mais nous avons aussi des jeunes qui sortent de prison et que nous pouvons, par les aménagements de peine, faire sortir de prison. Et là, ça devient extrêmement intéressant puisque là, pour qu'il y ait une réinsertion sociale, il faut d'abord qu'il y ait très souvent une remise à niveau, parce que comme je ne sais plus qui l'a dit, par rapport au CV par exemple, c'est Jean-Patrick qui a dit par rapport au CV, quand vous avez passé quelques mois en prison, en détention, ou plus pour certains, quand vous avez passé peut-être, pour ceux qui sont un petit peu plus âgés, quelques mois ou quelques années en détention, un outil tout bête pour vous qui l'utilisez tous les jours, c'est l'informatique. Comment vous utilisez l'informatique si vous ne savez pas vous en servir? Et ça, c'est bien souvent le problème des personnes, des détenus. Effectivement, on utilise l'informatique, mais par contre, Internet, comment ça fonctionne?
hein, comme on va chercher du travail. Donc il y a tout ce travail qui est très important à faire, qui se fait en insertion. Et donc il faut savoir qu'effectivement sur nos territoires, départements, régions, eh bien, il y a quand même des choses qui se font pour les jeunes pour leur permettre effectivement ce retour, en tout cas à un niveau scolaire qui va leur permettre de rentrer dans les formations. Parce que malheureusement, les prérequis sont toujours là et c'est nécessaire d'avoir effectivement eh bien, un certain nombre d'éléments en poche. Ensuite, pour ce qui est des groupes de parole, puisque moi j'interviens maintenant officiellement comme l'aumônier orthodoxe sur la maison d'arrêt de Grasse. Donc normalement, principalement, je devrais aller à la rencontre des détenus orthodoxes, qui sont bientôt un tiers, je crois, puisque depuis, pas loin d'un tiers, mais on a combien 20% de détenus qui effectivement sont originaires des pays de l'Est. Et comme vous savez bien sûr, les pays de l'Ouest sont catholiques et les pays de l'Est sont orthodoxes. Tout le monde le sait, ça. D'accord ? Donc effectivement, la présence orthodoxe aujourd'hui dans les prisons, enfin, en tout cas on a des personnes originaires des pays de l'Est, des pays du Sud, Grèce, pas trop. Les Syriaques, les Syriens, les Libanais, on n'en a pas trop non plus. Donc c'est essentiellement des Russes, des Ukrainiens, des Roumains, des Lituaniens, des pays baltes, et nous avons aussi des Romains. Je dis bien, nous avons aussi les Romains. Et on les met dans une autre catégorie encore. Donc effectivement, le travail, c'est de les accompagner, c'est de pouvoir effectivement être aussi comme les diacres aumôniers, donc pouvoir être aussi à leur écoute. Je participe donc depuis 1 an, puisque l'aumônerie catholique a bien voulu m'accueillir. Donc ils m'ont un petit peu couvé pendant 1 année. J'ai donc participé et je viens 1 fois par mois, pour le moment, à la messe. Vous allez me dire, un prêtre catholique, un prêtre orthodoxe qui vient dans une messe catholique, ouais, ben ça se peut, ouais, des fois. Et même des fois avec l'évêque. Avec l'évêque, ouais. Et donc, effectivement, pourquoi ? Parce que la messe du samedi matin n'accueille pas et n'amène pas que les catholiques ou des hommes qui font du commerce, ça on l'a dit tout à l'heure, mais aussi des détenus de tradition orthodoxe et qui, effectivement, eh bien, dans cet espace-là, vont pouvoir, autant qu'ils le peuvent, entendre une parole. Et ça, c'est important. Entendre la parole de Dieu et au moins entendre l'Évangile. Et nous avons pu quelquefois leur permettre d'entendre la parole dans leur propre langue, puisque nous pouvons en faire entrer en prison soit des Bibles, des Évangiles en roumain et en russe. Donc ça permet effectivement aux détenus de langue russe ou roumaine de pouvoir entendre la parole dans leur propre langue. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Chose qui est très importante aussi, les diacres en ont parlé, c'est la notion de pardon. Alors le pardon, dans la tradition de l'Église, se fait par le sacrement de la réconciliation. Et ce sacrement est extrêmement important et il ne peut être effectivement donné et reçu que par un prêtre. Donc ça nous permet effectivement, nous prêtres, de pouvoir recevoir et là d'entendre quelquefois l'intime de ces hommes et de pouvoir effectivement les amener aussi sur un chemin de pardon, de réconciliation. Et j'interviens aussi le samedi après-midi sur ce groupe de parole. Et là, je trouve que c'est une expérience très intéressante. Alors malheureusement, pour le moment, nous n'avons que des détenus francophones. En même temps, c'est aussi logique puisque les détenus des pays de l'Est sont soit russophones ou roumains. Donc effectivement, au niveau de la langue, ça pose un problème dans ce genre d'échange. Mais les échanges, je trouve, avec ces hommes qui ne sont pas des enfants de cœur, hein, faut pas se leurrer, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, je peux vous dire, pour un prêtre de paroisse. Un prêtre de paroisse, nous entendons à la confession toutes les petites histoires des mamies, de nos grenouilles de bénitier, parce que nous aussi nous en avons quelques-unes, etc., etc., etc. Et là, nous plongeons vraiment dans le mystère de la personne. Et c'est quelque chose pour l'expérience pour un prêtre, je peux vous dire qu'elle est
elle est souvent bouleversante puisque nous descendons et vraiment à la suite de notre maître, donc le Christ, nous descendons vraiment dans les enfers. Et cette expérience de descendre dans les enfers de l'humanité, je peux vous dire, on en ressort rarement, pas toujours, enfin plutôt très souvent bouleversé. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est intéressant parce que ce bouleversement, et c'est dans ce bouleversement, c'est dans ce bouleversement que celui que nous servons, en tout cas le Christ pour moi, eh bien c'est là qu'il est présent. Le Christ, vous le savez, puisque vous êtes principalement tous chrétiens ici, il n'est pas venu pour les bien portants. Les bien portants, il n'en a rien à taper. En général, ils ne viennent pas à l'église. Le Christ, il est venu pour ceux qui sont infiniment malades, qui sont blessés, qui ne se savent pas forcément malades et blessés. Et là, il y a quelque chose d'intéressant dans l'expérience de cet accompagnement-là, de les écouter, de pouvoir aller au cœur de cette souffrance. Et là, dans le cœur de cette souffrance, eh bien, nous savons qu'il y a le Christ. Et là, il y a quelque chose, je trouve, de... Comment dire ? Samedi dernier, je suis sorti, j'étais joyeux. Et pourtant, c'était difficile. C'était difficile parce que le thème de l'évangile, c'était les enfers. Donc c'est Lazare là, qui est devant la porte du riche. Le riche, il meurt, il descend aux enfers, et Lazare meurt quelques temps après, et puis il monte directement au paradis. Ah. Et là, je peux vous dire que le cheminement des détenus, des personnes qui étaient autour de cette table, je peux vous dire que ça pose question, parce que c'est le reflet, l'image de, tiens, mais enfer, paradis. Enfer, paradis. Et là, toute l'après-midi, ça a bataillé très dur. Mais en même temps, il y a eu à la fin, il y a eu des paroles, et puis surtout, ce que je leur ai dit, et ce que j'observe à chaque fois, tu as parlé du bruit, de l'agitation. Et les détenus, quand ils arrivent à la messe le matin ou dans ces groupes de prière, dans ces groupes de parole, ils sont complètement atomisés. C'est-à-dire qu'ils sont encore complètement dans ce qui se passe autour. Et au fur et à mesure que le temps avance, au fur et à mesure qu'ils peuvent un petit peu poser un peu leur basket et poser leur sac, il y a quelque chose qui s'installe. Et l'expérience que je relevais et que j'ai relevée à chaque fois, c'est qu'à un moment donné, tous ces hommes, que ceux qui ont surruiné leur voisine ou surruiné un autre, ou traficoté, etc., il y a un silence qui s'instaure. Je m'excuse, je vais devoir vous couper, on va devoir conclure la soirée. Voilà, désolé. Et, on est arrivé au bout du temps de la conférence. Merci beaucoup. Voilà, on peut applaudir tous les intervenants. Merci. Alors, juste avant de se séparer, voilà, donc, quelques annonces. Je vais reprendre mon papier, je ne le connais pas par cœur. Donc voilà, la prochaine conférence, donc, le cycle c'est tous les premiers jeudis du mois. Donc, la prochaine sera le 7 novembre sur le thème de la PMA-GPA, donc procréation médicalement assistée et gestation pour autrui, par le professeur Vincent Hainaut de l'hôpital Pasteur de Nice, donc, voilà, qui viendra nous parler de toutes ces problématiques. Ici. Ok, vous m'entendez mieux comme ça. Deuxième chose, donc, si vous voulez nous aider à participer à l'organisation des conférences, c'est possible, de manière très simple, de manière matérielle. Voilà, vous trouverez une petite corbeille si vous avez envie de nous aider à l'organisation matérielle. N'hésitez pas.
Et vous trouverez également sur cette table des petits tracts sur les activités du groupe de l'aumônerie et sur des cours de français qui sont donnés pour les étrangers. C'est de la conversation française le vendredi soir. Donc si vous connaissez des gens qui voudraient apprendre le français en pratiquant de manière très simple autour d'un repas, vous pouvez leur proposer aussi. N'hésitez pas à prendre les tracts. Voilà, je vous remercie et puis bonne soirée. Génial qu'il y a une association d'étudiants qui intervient en maison d'arrêt. Hein. Malheureusement, j'ai oublié le nom, mais j'essaie de vous retrouver parce qu'apparemment sur le site, là, sur un site, peut-être vous pourrez mettre des renseignements complémentaires. Mais il y a des étudiants, c'est une association qui est ancienne, hein. Des étudiants qui font du soutien scolaire, je crois, ou de l'alphabétisation en détention. Donc ça doit être toujours possible, s'il y en a qui peuvent être intéressés peut-être.